Rémi est un jeune homme doté des pouvoirs du marteau bestial, ce qui signifie qu'il peut communiquer avec les animaux et conclure des pactes avec eux pour utiliser leur pouvoir à son avantage. Grâce à ses capacités, il décroche une place dans un groupe de héros et aide au transport, à la reconnaissance et à la logistique. Il travaille dur pour soutenir ses camarades en coulisses. Un travail précieux qui lui a été confié par le groupe, du moins c'est ce qu'il croit. En réalité, les autres membres le méprisent car il n'a pas de compétences de combattant. En seulement 6 mois de collaboration avec eux, Rémi se fait virer par Ariel, l'arrogant chef de groupe. Ils lui disent en face qu'il est inutile et qu'il ne fait que les ralentir parce qu'ils doivent constamment le sauver des monstres. Choqué d'entendre ce que ses camarades pensent vraiment de lui, Rémi retire silencieusement sa cape de héros et s'en va. Rémi s'assoit sur un banc de la place de la ville et contemple toutes les remarques acerbes que les membres lui avaient lancées auparavant et qu'il avait ignorées. Il doit réfléchir à un plan pour continuer à gagner sa vie. À ce moment, un groupe d'enfants court vers lui et lui demande de leur montrer à nouveau son tour. Rémi se lève et lance un sort à un oiseau au-dessus d'eux pour former un contrat temporaire. L'oiseau se pose alors devant eux et fait une gracieuse révérence aux enfants qui applaudissent de joie. Rémi met fin au contrat et libère l'oiseau qui s'envole. Les enfants discutent de la façon dont ils deviendront un jour des dompteurs de bêtes comme Rémi. Rémi se demande pourquoi ils ne rêvent pas de devenir de braves héros. Ce à quoi les enfants répondent que les héros sont un groupe de personnes snobs qui méprisent les roturiers. Ils préféreraient de loin gagner une fortune en devenant aventuriers et en parcourant le monde. Cela fait-il dans la tête de Rémi concernant sa prochaine action. Plus tard dans la journée, il se rend à la guilde des aventuriers pour chercher du travail. Nathalie, la réceptionniste, précise que tous les aspirants aventuriers doivent d'abord réussir une quête d'essai pour prouver qu'ils répondent aux exigences de base pour devenir aventurier. Il doit tuer 10 gobelins et collecter 20 herbes médicinales pour réussir le test. Rémi utilise l'aide d'un écureuil pour trouver un groupe de gobelins qu'il tue facilement malgré son manque de compétences de combat car ce sont des monstres de rang F. Tout en comptant les pierres uniques laissées par les gobelins. Il entend un cri venant du fond des bois. Rémi court vers le cri pour voir un tigre tueur de rang D attaquer une femme sans défense. Il essaye de poignarder le dos du tigre, mais sa peau est si dure que sa lame max se brise. Le tigre détourne son attention sur lui, ce qui incite Rémi à dire à la fille de s'enfuir. Cependant, elle ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, elle saute de plusieurs mètres dans les airs et utilise l'élan pour abattre le tigre, le tuant. Après l'avoir mieux regardé, Rémi réalise qu'elle n'est pas une femme ordinaire mais un esprit de Tcha, un type d'espèce ultime. Les espèces ultimes sont une classe unique d'êtres dotés d'immenses pouvoirs et d'une grande force, et les esprits de Tcha sont un type d'espèce ultime au bord de l'extinction. Bien qu'ils ne soient pas des utilisateurs de magie, les esprits de Tcha ont évolué pour posséder d'énormes capacités athlétiques. Rémi lui donne une partie de ses provisions car elle a l'air épuisée après avoir vaincu le tigre. Toute revigorée, l'esprit de Tcha se présente comme Canadé et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Elle dit qu'elle s'ennuyait de vivre dans sa petite communauté, alors elle a décidé de voyager et a atterri ici et l'a rencontré. Dès l'instant où elle l'a vu, elle a senti de puissants pouvoirs en lui et peut dire qu'il doit être un dompteur de bêtes très talentueux qui peut la dompter. Avec la motivation de mieux la connaître, il accepte de la dompter. Il commence le rituel en se mordant le pouce et en versant une goutte sur sa paume pour former une rune magique. Avec cela, il chante les mots et forme avec succès un contrat entre eux. Tous les deux ont une rune sur leurs mains pour symboliser le lien entre eux. Après cela, Rémi continue sa quête d'essai. Il forme des contrats temporaires avec un groupe de lapins pour qu'ils ramassent des herbes médicinales pour lui. En regardant cela, Canad est super impressionné par ses capacités. Les dompteurs de bêtes normaux ne peuvent généralement gérer qu'un seul contrat temporaire à la fois. Cependant, Rémi est capable non seulement de former plusieurs contrats à la fois, mais aussi alors qu'il a dompté Canad, une espèce ultime. Cela dépasse la portée d'un dompteur de bêtes ordinaire. Il ne pense pas que ce soit si impressionnant et balaie cela d'un revers de la main. Rémi retourne à la guilde avec tous les objets requis et réussit le test. Il est officiellement proclamé aventurier de rang F de la guilde des aventuriers Horizon. Nathalie lui donne sa carte d'aventurier qui lui sert désormais de pièce d'identité, ainsi que 50 pièces de cuivre en récompense. Ce n'est pas suffisant pour trouver un logement et satisfaire ses autres besoins de base. Alors il décide d'effectuer d'autres travaux plus tard dans la journée. Canad l'attend au restaurant de la guilde. Quand il revient, un homme brutal s'approche d'eux et essaie de convaincre Canad de le rejoindre pour déjeuner au lieu de Rémi. Elle défend la force de son maître Rémi et dit à l'homme de s'en aller. Cela blesse son ego et il défie Rémi à un bras de fer pour déterminer qui est vraiment le plus fort. Le gagnant pourra garder Canad. Bien que Rémi n'accepterait normalement jamais de tels défis, il veut couper court à tout ça et empêcher qu'il harcèle Canad à l'avenir.
Il soupire et s'assoit sur la chaise, s'attendant à une défaite misérable. Cependant, dès que le match commence, Rémi écrase le bras de l'homme si fort que la table se brise. Et l'homme tombe par terre en pleurant. Nathalie vient voir ce qui se passe et se fâche en voyant l'homme. Elle s'excuse auprès de Rémi et Canadé pour le dérangement. Elle dit que l'homme a déjà de nombreuses plaintes contre lui et qu'il va sûrement être suspendu de la guilde bientôt. Après avoir dit ça, elle l'attrape par la jambe et le traîne dehors. Rémi se demande d'où vient toute cette force. Canad explique que l'un des avantages du contrat entre eux est qu'il gagne sa force surhumaine. Canad est impatiente de commencer d'autres quêtes. Mais elle est déçue quand ils sont de retour sur le terrain à ramasser des herbes. Étant donné que Rémi n'est qu'un aventurier de rang F, ils sont limités aux tâches les plus basiques avec la plus faible des rémunérations. Il sera promu une fois qu'ils auront accumulé suffisamment d'expérience. Avec l'aide des lapins, ils récoltent assez d'herbes pour atteindre leur quota assez vite. Alors qu'ils sont sur le point de rentrer, les oreilles sensibles de Chad de Canad entendent des cris au loin. Il court vers le bruit pour enquêter et voit un vieil homme se faire harceler par un gang qui prétend faire partie d'Ibon Fang. Ibon Fang est un groupe de bandits tristement célèbres, connu pour être impliqué dans toutes sortes de crimes horribles. Immédiatement, ils se précipitent tous les deux vers les voyous et les prennent par surprise. Rémi s'occupe de tous les bandits grâce à sa nouvelle force, et Canad s'occupe du vieil homme. Le vieil homme les avertit de s'enfuir car tous ceux qui défient les Bonfang finissent par être traqués et tués par vengeance. En entendant cela, Rémi décide de les traquer en premier. Canad exprime ses inquiétudes quant au fait qu'ils visent trop haut, mais il l'assure qu'il a un plan. Un écureuil les conduit à la cachette de l'Ebon Fang, lourdement gardée. Rémi forme un contrat temporaire avec une abbaye. Une abeille spéciale avec un dard paralysant très puissant qui peut immobiliser un homme pendant 12 heures entières. Il demande à Canad de retourner en ville et d'amener des aventuriers et des chevaliers entre-temps pour aider à arrêter tous les criminels. Une fois qu'elle part en courant chercher des renforts, l'abbaye ramène des centaines de ses compagnons de ruche. Il forme un contrat avec chacun d'eux et leur ordonne de commencer leur travail. Tous les bandits sont paralysés en un rien de temps et les aventuriers que Canad a amenés commencent rapidement à les arrêter. Rémi remarque qu'aucun chevalier ne s'est présenté, ce à quoi l'un des aventuriers répond que les chevaliers n'ont pas pensé que c'était assez important pour venir. Soudain, la grotte se met à trembler et de forts grognements retentissent derrière d'énormes barreaux. 3 monstres géants de rang marin appelés lézards rois sortent des barreaux. Un tel scénario est une crise même pour les aventuriers les plus chevronnés, mais Rémi et Canad les battent comme si de rien n'était, tout en gagnant du temps pour que les autres éliminent les bandits et s'échappent. Le duo sort de la grotte sous les applaudissements des autres aventuriers. C'est la première fois que le travail de Rémi est apprécié. Pendant ce temps, les anciens membres du groupe de Rémi crient sur leur nouveau dompteur de bêtes pour ne pas avoir mené correctement la reconnaissance et pour avoir mis la vie des autres membres en danger. En conséquence, le débutant dit que leurs demandes sont déraisonnables car ils s'attendent à ce qu'il apprivoise 10 à 20 animaux à la fois. Il affirme que les dompteurs de bêtes ne peuvent pas gérer plus d'un ou deux à la fois car leur cerveau grille s'ils dépassent leurs limites. Cependant, le héros s'habitue aux capacités de Rémi. Il croit que l'homme ment et le renvoie sur le champ. La tâche d'arrêter et de transporter tous les bandits prend presque une journée entière. La défaite des Bonfang est considérée comme si impressionnante que la guilde invite Rémi et le promeut spécialement au rang d'aventurier et lui offre une généreuse quantité de pièces d'argent. Ils dépensent leur argent en nouvel équipement, mangent un repas luxueux et louent enfin une chambre pour la nuit. Une belle pause après le camping. Une semaine s'est écoulée depuis qu'il a rencontré Canad et leur quête se déroule sans problème jusqu'à présent. Un jour, Nathalie lui confie une quête. Se débarrasser d'un fauteur de troubles appelé le chien de garde qui tourmente les gens qui essaient de traverser le pont de la Foulée, le seul chemin pour traverser du continent central d'où il vient au continent sud. Rémi ne veut pas laisser passer le prix élevé de 5 pièces d'or et l'accepte volontiers. Rémi essaie d'obtenir des informations sur l'identité du chien de garde, mais personne n'est disposé à partager. Ainsi, sans aucune connaissance préalable, lui et Canad se rendent au pont. Dès qu'ils arrivent, un dragon rouge géant atterrit devant eux et se transforme en une femme qui leur ordonne de la combattre. Elle avoue être le soi-disant chien de garde et se présente comme Tanya, une des draconoïdes. C'est une coutume pour les draconoïdes, l'une des espèces ultimes, de partir en voyage une fois qu'ils ont 15 ans pour s'entraîner et devenir forts. Elle attend un adversaire digne de ce nom pour se battre sur le pont. Elle les défie à un combat 2 contre 1 avant lequel elle refuse de quitter le pont. Elle commence par attaquer Rémi, mais il parvient à peine à bloquer son attaque. Elle enchaîne en crachant du feu dans leur direction, ce qui brûle le bout de la queue de Canad. Fâché, Canad lui saute dessus et les deux se lancent dans une bagarre de chiffonnier. Jeu de mots intentionnel, les deux filles sont à égalité, alors Rémi essaie d'intervenir pour faire pencher la balance en leur faveur.
Mais Tanya les attrape étonnamment tous les deux et les projette en l'air avant de lancer une puissante tempête de feu sur eux. Kanad attrape Rémi en plein vol et utilise ses capacités athlétiques pour esquiver les flammes et les faire atterrir en toute sécurité sur le pont. Ayant élaboré un plan, il demande à Kanad de lui donner un peu de temps. Lui faisant pleinement confiance, elle affronte Tanya de front pendant que Rémi s'éloigne sur le côté et cherche l'oiseau qu'il a aperçu lorsqu'il a été projeté en l'air par Tanya. Il le trouve et forme un contrat temporaire avec lui. Il lui demande d'amener ses amis, qu'il apprivoise également un par un. Sur ses instructions, les oiseaux assaillent Tanya et la harcèlent. Tanya les trouve juste ennuyeux et les chasse. Bien sûr, un draconoïde ne peut pas être blessé par de simples oiseaux. Cependant, avant qu'elle ne puisse faire un autre pas, elle s'effondre au sol. Rémi explique que ce sont des oiseaux pitots. Et leur plumage coloré indique qu'ils sont venimeux. Incapable de lever le petit doigt, Tanya accepte sa défaite. Rémi lui demande de promettre de ne plus causer de problèmes sur le pont et de venir avec eux une fois qu'elle l'aura récupéré. D'abord, ils vont à la guilde pour informer Nathalie que l'affaire a été réglée. Nathalie les félicite et promet de leur donner leur récompense une fois que la guilde aura vérifié l'information. Elle remarque les cornes de Tanya et demande qui elle est. Rémi la couvre rapidement et prétend que c'est une humaine normale qu'ils ont rencontrée pendant leur quête et qu'elle porte juste un costume. Si une ville découvre qu'il y a un dragon dans les environs, tout le monde paniquera. Ensuite, il l'escorte dans les bois et demande à Tanya d'aller le plus loin possible de la ville pour continuer son entraînement. Elle est déconcertée par cela parce qu'elle s'attendait à être vendue par lui. Charmée par sa gentillesse et ses capacités, elle demande à les rejoindre dans leurs aventures pour son entraînement. Jalouse, Kanad accepte à contre-cœur sa demande et Rémi est plus qu'heureux d'agrandir son équipe. Ceci étant réglé, Rémi forme également un contrat avec Tanya et l'apprivoise. Plus tard dans la nuit, Ariel et son groupe sont retournés à la ville après une semaine infructueuse d'exploration des bois. Ils ont rencontré de nombreux obstacles parce qu'ils ne pouvaient pas gérer les tâches que Rémi faisait normalement. Ariel décide de profiter de la gentillesse de Rémi en lui demandant de rejoindre à nouveau le groupe afin qu'il puisse l'utiliser pour nettoyer les bois perdus. Et l'abandonner après. Bonne chance avec ça. Quoi qu'il en soit, la première quête que le trio fait ensemble est l'extermination de Slime. Les slimes sont des monstres de rang F que n'importe quel aventurier peut tuer et sont largement ignorés à cause de cela. Leur population explose parfois et ils envahissent la ville, causant beaucoup de désagréments. Le trio a plus de mal que prévu à trouver beaucoup de slime, alors Rémi emploie une autre stratégie. Il utilise la compétence d'assimilation pour transférer temporairement sa conscience à l'oiseau, une compétence que d'autres dompteurs de bêtes peuvent réaliser selon Kanad et Tanya. Cela lui permet d'utiliser le corps de l'oiseau et d'observer les choses de son point de vue pendant que son corps réel somnole. Il part à la recherche des sèmes de slime depuis une vue aérienne pendant que Kanad et Tanya veillent sur son corps. Ils se rassemblent tous autour d'un grand essaim qu'il a trouvé. Tanya lui demande s'il peut lancer des sorts. Ce à quoi il répond qu'il connaît les bases, mais qu'il ne peut pas gérer les sorts plus avancés. Elle lui dit de lancer une boule de feu sur l'essaim. Il sait que ce ne sera pas suffisant pour tuer tous les saints. Mais il essaie quand même. Il se concentre et crie boule de feu, prend une surprise et libère une boule de feu géante qui les élimine tous. L'intuition de Tanya s'avère juste. Elle a deviné que puisqu'il a acquis la force surhumaine de Kanad après avoir formé un contrat avec elle, il aurait également acquis les capacités magiques de feu de draconoïde de Tanya. Comme il n'a pas l'habitude d'utiliser la magie, il profite du reste de la quête pour améliorer son contrôle des sorts. Après avoir terminé la quête, ils reçoivent une grosse somme d'argent qu'ils dépensent dans un dîner somptueux. Pendant le dîner, Rémi raconte qu'il a appris ses compétences de dompteur de bêtes dans sa ville natale. Il vivait dans un village sans nom entièrement peuplé de dompteurs de bêtes. Y compris ses parents, il n'y a donc jamais eu un moment dans son enfance où il n'a pas été exposé à cet art. Cependant, sa ville natale n'existe plus. Un jour, alors qu'il n'avait que 12 ans, il est parti s'entraîner seul à la domptation de bêtes dans les bois. Ce n'est qu'en rentrant tard dans la soirée qu'il a remarqué que le ciel était devenu rouge au loin et qu'une vaste zone était en feu. Son instinct lui a dit que quelque chose n'allait pas et il a commencé à courir vers chez lui. Quand il est arrivé, il a vu tout le village couvert de cendres et tous ceux qu'il connaissait morts. Pendant son absence, le village a été attaqué par des monstres. Un groupe d'aventuriers l'a sauvé et l'a emmené dans une auberge, où il gagnerait sa vie en faisant des corvées et des petits boulots pendant des années. C'était sa vie jusqu'à il y a moins d'1 an, lorsque le héros Ariel l'a recruté dans son groupe. Rémi a accepté son invitation sans hésitation, espérant faire une différence et empêcher des tragédies comme celle qui a frappé sa ville natale. Cependant, il réalise maintenant qu'il ne faisait que l'utiliser. En entendant son histoire, Kanad et Tanya sont fiers de l'avoir comme maître. Leur prochaine quête est d'éradiquer les orques autour de la ville.
Les orques sont des monstres de rang E qui sont similaires aux gobelins, mais qui sont beaucoup plus intelligents et utilisent souvent des armes. Ils éliminent plusieurs groupes d'orques avec facilité, ce qui amène Tanya à prendre la mission très à la légère. Cependant, elle se fait prendre dans une embuscade par des orques quand elle s'y attend le moins et est sauvée par Rémi et Kanad. Tanya panique à cause de la blessure mineure de Rémi, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter et la guérit avec ses pouvoirs de guérison améliorés. L'incident semble l'affecter profondément et elle a trop honte pour montrer son visage à Rémi une fois qu'ils sont de retour en ville. Il s'approche d'elle et lui demande ce qui ne va pas. Elle s'excuse immédiatement d'avoir baissé sa garde et de l'avoir blessée. Il accepte avec un grand sourire et lui demande d'être prudente la prochaine fois parce que lui et Kanad se soucient d'elle. Sa gentillesse la laisse sans voix et rougissante. Ils expédient leur quête le lendemain et commencent à retourner en ville. Sur leur chemin, ils tombent sur nul autre qu'Ariel et son groupe. Rémi décide instinctivement de faire demi-tour et de prendre un autre chemin, mais Ariel l'arrête. Le groupe est choqué de le voir avec deux espèces ultimes. Ariel lui dit que le groupe a rencontré des problèmes en essayant d'explorer les bois perdus par eux-mêmes, et lui demande avec condescendance de rejoindre à nouveau le groupe pour fournir ses services. Heureusement, Rémi connaît sa valeur et refuse fermement leur offre. En le voyant s'éloigner, l'un des héros lui dit d'attendre. Elle dit que leur mission dans les bois perdus est de récupérer l'une des reliques nobles, le bouclier de vérité nécessaire pour vaincre le roi démon. Il sera impossible de vaincre le roi démon sans les reliques, ce qui entraînera des monstres qui se déchaîneront partout et tueront des civils. Cette pensée rappelle à Rémi son traumatisme d'enfance et le force à accepter leur offre. Tanya et Kanad interviennent et exigent des excuses d'Ariel à Rémi pour l'avoir maltraité. Le héros est trop orgueilleux pour lui demander pardon et rabaisse les filles en les appelant les animaux de compagnie de Rémi. Cela provoque une réaction violente de Rémi qui le frappe. Insulté, l'insolent Ariel défie Rémi et ses camarades pour prouver lequel des groupes est le plus fort. Kanad se bat de front avec le swordsman chauve et le submerge avec un ouragan de coups de poing. Il essaie d'utiliser une technique sophistiquée pour la terrasser, mais elle se contente de repousser son épée d'un coup de pied. Réalisant qu'il ne peut absolument pas la battre, il hésite lors de la prochaine attaque. Il se demande pourquoi une espèce ultime aussi forte veut servir le règne incompétent. Sa colère commune est Kanad qui lui donne un coup de pied directement au visage et l'assomme. Ensuite, Tanya affronte les deux mages du groupe. Ils lancent simultanément leur premier sort sur elle, mais Tanya reste ferme et claque simplement des doigts. Juste comme ça, leur magie se dissout. Ils essaient à nouveau avec différents sorts, mais ils disparaissent à nouveau avec un claquement de doigts. Tanya explique qu'elle utilise le nettoyant matériel, une technique qui identifie un sort au niveau fondamental et le neutralise avec un contre-sort efficace. Les mages essaient de lancer encore plus de sorts, mais en vain, et finissent par être trop épuisés pour en lancer d'autres. Tanya leur donne une leçon en menaçant de les anéantir avec une magie de niveau épique, mais révèle qu'elle bluffait pour le bien de Rémi. Finalement, c'est Rémi contre Ariel. Ariel essaie de faire une remarque sarcastique, mais Rémi le coupe avec un coup de poing au visage. Ariel dégaine son épée et l'attaque avec des coups rapides à peine visibles pour Rémi. Mais ce n'est rien comparé à quand il a affronté Tanya au pont de la foulée. Il trouve une ouverture et frappe Ariel au ventre. Le héros est frappé par sa force surhumaine, dont il est sûr qu'il ne l'avait pas avant. Ariel passe à la magie, mais Rémi contre facilement le sort de foudre avec sa puissante boule de feu infusée de force draconique. Ariel sait que Rémi ne sait lancer que des boules de feu et soigner, et lance une série d'attaques magiques qu'il ne peut pas contrer. Rémi décide de revenir à ses racines et se bat comme il est le plus à l'aise. Ariel charge vers lui avec de la magie, mais ressent soudain une piqûre vive et tombe au sol. Rémi lui montre l'arbi avec lequel il a formé un contrat temporaire à distance pendant le combat, prouvant que les dompteurs de bêtes ne sont pas inutiles. Juste pour la satisfaction, Rémi terrifie Ariel avec un coup qui fait trembler la terre. Après le combat, les héros transmettent leurs tâches à Rémi et aux filles. Apparemment, le bouclier de vérité est actuellement en possession de monstres au plus profond des bois et sa récupération est indispensable pour vaincre le roi démon. Le trio se rend dans les bois perdus pour le chercher par eux-mêmes. Les bois perdus tirent leur nom du fait qu'ils changent constamment de forme, ce qui fait que les explorateurs se perdent dans le labyrinthe impossible. Rémi utilise sa stratégie d'assimilation pour prendre connaissance des lieux pendant que les deux autres veillent sur son corps. Il revient après avoir réussi à trouver un chemin qui mène plus profondément dans la forêt. Ils suivent le chemin, mais finissent par se retrouver à l'endroit où ils ont posé un rocher pour marquer leur chemin. Tanya soupçonne quelque chose de plus en jeu, et utilise un sort de recherche matérielle pour rechercher de fortes sources magiques. Les orbes de lumière mènent à un grand arbre, qui libère une magie illusoire qui perturbe le cerveau de tous ceux qui se trouvent dans son champ d'action, et les fait marcher en rond. Tanya demande à Kanai de détruire l'arbre pour arrêter la magie,
Mais Rémi suggère que Tanya le désarme sans le tuer. Avant cela, Canaille lance un kit puissant sur l'arbre. Avant qu'elle ne puisse entrer en contact, une voix étrange sort de l'arbre et leur dit de quitter cet endroit. La voix se répète sans cesse alors qu'une fille lumineuse avec des ailes émerge de l'arbre. Ils réalisent qu'ils sont témoins d'une fée, une espèce ultime avec des pouvoirs magiques encore plus forts que les draconiques. Ils essaient de s'expliquer à la fée, mais elle les interrompt toujours et leur dit de partir. Quand ils n'écoutent pas, elle menace de les forcer à sortir avec de la magie. Et ils s'enfuient sans dire un mot de plus. Une fois qu'ils sont loin, Rémi explique que les fées condamnent les humains en raison de la longue histoire de conflit entre les deux espèces. Cela conduit les fées, qui sont des habitants de la forêt, à perdre la plupart de leur habitat et à trouver refuge dans les quelques bois denses restants. Ils envisagent la possibilité que la barrière de l'arbre protège le bouclier de vérité. Tanya et Kanad élaborent des stratégies pour détruire l'arbre. Mais Rémi décide qu'il est préférable d'essayer de parler à la fée une fois de plus. Quand il retourne à l'arbre, il demande à Kanad et Tanya de rester en arrière. Il confronte la fée qui menace de les attaquer pour de vrai s'ils ne partent pas. Rémi accepte l'attaque pour montrer qu'il est sincère et son souhait de lui parler. La fée lâche une série de flèches qui le frôlent, mais il reste debout avec un sourire. Cela choque la fée pendant un moment et il profite de l'occasion pour la convaincre qu'il a de bonnes intentions. Cependant, elle sort de sa confusion et lance une autre attaque. Cette fois, Kanad et Tanya bloquent l'attaque et font appel à la fée en lui racontant toutes les bonnes choses qu'il a faites pour elle. Cela pique l'intérêt de la fée et elle décide de les écouter. Elle se présente comme Sora. Après avoir appris leur intention de trouver le bouclier de vérité, Sora révèle qu'elle est celle qui a érigé la barrière de l'arbre. Mais refuse toujours de l'abaisser car la barrière protège le village des fées d'être découvert. De plus, ce ne sont pas des monstres mais des fées qui protègent le bouclier de vérité. Puisqu'il est nécessaire de tuer le roi démon, elle le leur remet. Sa haine pour les monstres est plus profonde que sa haine pour les humains. Par conséquent, récupérer cette relique s'est avéré beaucoup plus facile que prévu. Le trio la remercie et reprend son chemin, mais Rémi ne peut se défaire du sentiment qu'elle avait l'air mal à l'aise et revient lui demander si quelque chose ne va pas. Bien qu'hésitante au début, Sora révèle qu'elle a une sœur jumelle, Luna, avec qui elle maintenait la barrière. Cependant, il y a quelques jours, elles ont quitté la barrière ensemble pendant une courte période pour faire autre chose. Mais elles ont rencontré un monstre de l'armée du roi démon appelé le Chevalier de l'Ombre, et elles n'ont pas pu le vaincre. Et il a capturé Luna et a exigé que Sora abaisse la barrière et révèle le village en échange de Luna. Incapable de se retourner contre tout son peuple, elle est retournée au village et a imploré le chef de l'aider. Mais il a choisi la sécurité du village plutôt que Luna et a ordonné à Sora d'ignorer l'ultimatum du monstre. Bien qu'elle soit tenue d'écouter, elle ne peut supporter de laisser sa sœur aux mains du monstre. Kanaya et Tanya se demandent comment deux fées n'ont pas pu vaincre le monstre. Rémi explique que même ces chevaliers de l'ombre sont des monstres de rang C qui seraient facilement vaincus par des espèces ultimes. Ils ont la fâcheuse capacité d'absorber toute la magie, ce qui les rend impossibles à vaincre par des fées qui ne comptent que sur la magie. Ils acceptent d'aider Sora à récupérer sa sœur. Sora leur montre un chemin vers le chevalier de l'ombre. D'abord, Rémi attire son attention en lui lançant une boule de feu. Et ensuite, lui et Kanad l'attaquent en embuscade avec des attaques physiques. Le monstre devine qu'ils sont venus à la demande de Sora et s'apprête à tuer Luna enchaînée pour la trahison de leurs conditions. Cependant, Tanya la protège de l'attaque et la libère de ses liens. Tanya s'échappe avec Luna dans ses bras tandis que Rémi et Kanad tiennent le chevalier en respect. Aucune de leurs attaques n'est suffisante pour vaincre le chevalier, alors Rémi élabore un plan. Il forme un autre contrat temporaire avec une colonie de RBI et leur demande d'attaquer le chevalier de l'ombre. Bien que leur piqûre ne fonctionne pas sur le monstre, leur essaim le distrait. Pendant ce temps, Rémi utilise sa capacité spéciale de boost du marteau bestial pour améliorer temporairement les pouvoirs de Kaned. Avec une force pure qui coule dans ses veines, Kaned frappe le chevalier de l'ombre avec une force qui finit par le détruire. Avec un monstre vaincu, le trio rend Luna à une Sora très soulagée. Bien qu'elles se ressemblent complètement, leurs personnalités sont totalement opposées. Alors que Sora a une attitude douce et élégante, Luna est plus ouverte et grossière dans son comportement. Sora décide qu'elles ne peuvent pas retourner au village qui a abandonné Luna, mais elles n'ont nulle part où aller. Kanad les invite à rejoindre leur groupe. Rémi est d'accord, mais ne veut pas paraître insistant en raison de la longue haine entre les fées et les humains. Cependant, elles font confiance à Rémi pour être un être humain honorable et demandent qu'il forme un contrat avec elle. Il n'a aucune connaissance préalable sur la façon d'apprivoiser les fées, ce qui rend beaucoup plus difficile la formation d'un contrat avec elle. L'effort le fait s'évanouir, mais les fées le soutiennent et saluent leur nouveau maître. Après seulement 2 jours d'acceptation de la quête, Rémi remet le bouclier au héros.
Il le soupçonne de leur avoir donné un faux bouclier et teste magiquement son authenticité pour être surpris que ce soit la vraie chose. Il lui donne les 20 pièces qu'ils avaient promis de lui payer. Rémi se tourne pour partir, mais l'homme chauve lui demande de rejoindre à nouveau le groupe. Ariel s'énerve qu'un membre l'ait invité sans demander son approbation au préalable. L'homme chauve soutient qu'ils ont clairement besoin de l'aide de Rémi pour vaincre le roi démon avec succès, et les autres membres acceptent à contre-cœur. L'homme chauve tend la main pour une poignée de main afin de sceller l'accord, promettant une meilleure paie et un meilleur traitement. Cependant, Rémi sait qu'ils n'ont pas changé et refuse leur offre. Il a déjà un bien meilleur groupe qui l'attend. Après son départ, les autres membres essaient de faire face à l'embarras du rejet en l'insultant. Ariel reste en arrière. Toujours amer de sa défaite honteuse de l'autre jour, il jure de se venger. À l'extérieur, le groupe discute de la légende du roi démon. Rémi explique que le roi démon a le pouvoir de contrôler tous les humains, les asservissant ainsi pendant des siècles. Cependant, le premier héros a décidé d'implorer les dieux de lui donner un moyen de le vaincre. Les dieux lui ont accordé une partie de leur sang divin. Avec leur sang divin dans ses veines, il a reçu la capacité unique de surpasser les limites humaines en termes de force et de magie, et d'augmenter sans cesse ses pouvoirs. Finalement, il est devenu assez fort pour vaincre le roi démon et libérer les humains. Cependant, la menace du roi démon demeure. Et c'est la mission de tous les héros de chaque génération, d'essayer de vaincre le roi démon une fois pour toutes. Bien qu'Ariel soit trop faible pour le moment, il grandira pour être un jour assez fort pour affronter le roi. Sora et Luna soulignent que les multiples contrats de Rémi avec les espèces ultimes ont augmenté sa force plusieurs fois celle d'un humain normal, à l'instar de la capacité unique du héros. Ils suggèrent tous que Rémi accepte la mission de vaincre le roi démon. Il admet qu'il le ferait s'il le pouvait, mais comme c'est une grande décision, il veut prendre le temps de se décider. Un jour, l'équipe pense qu'il est temps que Rémi achète de l'équipement pour augmenter ses capacités de combat. C'est la première fois que Sora et Luna mettent les pieds dans les rues de la ville et elles sont submergées de voir autant d'humains autour d'elles. Cependant, elles réalisent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter après avoir vu Tanya et Kanad s'entendre avec les habitants. Ils visitent le meilleur magasin d'équipement de la ville où toutes les armes sont fabriquées par un nain plutôt antipathique. Rémi parcourt l'étagère et prend une dague en disant qu'il est plus à l'aise avec celle-ci. Cependant, lorsqu'il la dégaine, il remarque quelque chose d'étrange. À ce moment-là, un jeune homme pétillant dépose un sac de pièces d'or sur le comptoir du nain et demande sa meilleure arme. Le nain prend une belle épée dans une collection d'épées identiques et la lui donne. Satisfait de son apparence, l'homme le remercie et repart avec satisfaction. Rémi s'approche du nain et lui demande s'il a vraiment donné sa meilleure arme à cet homme, expliquant que, bien qu'elle soit bonne pour un trophée, l'épée et toutes les autres armes du magasin semblent manquer de quelque chose de nécessaire pour un vrai combat. Le nain le regarde fixement pendant un certain temps, puis éclate de rire. Il admet que celles qui sont exposées sont des armes moyennes qu'il peut fabriquer d'une seule main. Vous voyez, tout le monde entre dans le magasin, en s'attendant à la meilleure arme, sans même tenir compte de ses propres capacités et de sa compatibilité avec l'arme. Il estime qu'il est raisonnable pour lui de vouloir qu'un acheteur digne de ce nom prenne ses armes les mieux fabriquées. Il a une collection séparée d'armes pour lesquelles il a tout donné à la fabrication, mais seuls ceux qui réussissent son test peuvent l'avoir. Tout en disant cela, il dévoile un ensemble d'armes de haute qualité avec une lueur unique. Il est tellement impressionné par Rémi qu'il propose de fabriquer une arme spéciale pour lui, mais il lui manque les matériaux. Il dit qu'il a besoin du minerai de mithril ultra précieux pour fabriquer l'arme parfaite. Mais la montagne de mithril qui lui a été transmise par sa famille s'est soudainement retrouvée à court d'approvisionnement. L'arrêt soudain du mithril est inhabituel, il soupçonne donc que quelque chose ne va pas avec la mine. Il propose d'aller enquêter sur la mine pour lui. Heureux, le nain accepte leur offre et se présente comme Gaston. Il demande combien ils veulent être payés en récompense. Et Rémi dit qu'il aimerait sa meilleure arme. Considérant que c'est la meilleure réponse, Gaston accepte sa demande. Après une longue randonnée, ils atteignent enfin la mine de mithril qui semble abandonnée à première vue, mais Rémi leur fait se cacher parce qu'il soupçonne qu'il y a des mineurs illégaux à l'intérieur, car il est étrange que l'approvisionnement en mithril s'arrête complètement plutôt que de diminuer lentement. Soudain, un grand oiseau fond sur eux et pousse un cri fort. Ses soupçons s'avèrent exacts lorsque deux hommes sortent du puits pour enquêter sur l'appel. Kanad et Tanya les ont immédiatement assommés, rendant impossible pour lui d'extraire des informations d'eux. Sora et Luna proposent de jeter un coup d'œil dans les souvenirs des hommes avec de la magie et voient qu'un total de 7 aventuriers ont illégalement extrait le mithril pendant un certain temps. Kanad se demande comment ils ont été découverts. Ce à quoi Rémi répond que l'oiseau était probablement sous le contrôle d'un dompteur de bêtes qui faisait partie de l'exploitation minière illégale.
Les autres mineurs à l'intérieur deviennent impatients parce que les deux qu'ils ont envoyés ne sont pas encore revenus. Le mage du groupe lance un sort de feu à l'intérieur du passage que traverse le groupe de Rémi. Luna et Sora lancent une puissante barrière pour le repousser. Le reste est un jeu d'enfant pour les différents Ultimates et il lie tous les aventuriers criminels. Rémi frappe l'autre dompteur de bêtes et lui dit de se rendre. Cependant, il ne recule pas et claque des doigts pour invoquer un Behemoth, un monstre de rang B. Généralement ils sont indomptables. Parce que les monstres ont une haine naturelle envers les humains. Mais ce chasseur de bêtes l'a dompté quand il était enfant, donc il n'a aucune haine envers lui. Les attaques du Behemoth ont provoqué des tremblements à l'intérieur de la mine, menaçant l'effondrement du puits. Tout le monde, sauf Rémi, escorte les aventuriers liés hors du puits et Kanad revient pour aider Rémi. Rémi affrontera le monstre tandis que Kanad capturera l'homme. Si l'homme ne peut plus donner d'ordre au monstre, il arrêtera son attaque. Rémi apprend les schémas du monstre et esquive toutes ses attaques. Assez vite, Kane met la main sur le dompteur de bêtes. Rémi le supplie d'arrêter le monstre, mais il refuse jusqu'à ce qu'il meure. Rémi décide de faire confiance aux paroles de son ami, qu'il est plus fort que tous les dompteurs de bêtes, et affronte le monstre. Il concentre toute son attention dans un sort. Et il prend le contrôle du monstre, remplaçant l'homme en tant que nouveau maître. Après cela, le monstre arrête d'attaquer Rémi. Furieux, l'homme continue de crier au monstre de tuer Rémi. Et cela le fait devenir sauvage et attaquer l'homme à la place. Désespéré, Rémi lance une énorme boule de feu qui tue instantanément le monstre. Un résultat regrettable, mais il n'y avait pas d'autre choix. À l'extérieur de la mine, tous les aventuriers ont avoué leurs crimes. Leur motif était la vengeance, car ils étaient tous d'anciens clients de Gaston et estimaient avoir été trompés par lui lorsqu'il leur avait donné ses armes médiocres qui les avaient laissés tomber au combat. Quand Gaston l'apprend, il se sent coupable et réalise qu'il devrait mettre de la passion dans tous ces objets qu'il fabrique pour que le monde les voie. Il remercie Rémi et les autres et lui demande quelle arme il veut. Il demande une dague et un gantelet et murmure une autre requête à l'oreille du nain. Gaston accepte de les lui fabriquer. Pendant ce temps, Ariel enchaîne les entretiens avec les aventuriers qui postulent au poste de dompteur de bêtes ouvert dans le groupe. Cependant, il les refuse tous parce qu'aucun d'eux n'arrive à la cheville de Rémi. Il renvoie l'autre membre pour la journée et elle lui dit de bien se reposer car sa mission est de vaincre le roi démon. Ariel reste et sort une bague entourée d'une aura sombre quand il est seul, déclarant que sa mission actuelle est de m'éliminer. Un jour, Rémi et les fées jumelles se promènent dehors. Ils s'amusent tous quand soudain un bel homme aux cheveux dorés s'approche d'eux et demande aux filles leur nom. Une fois qu'elles ont répondu, il proclame qu'elles seront siennes. Sora, Luna et Rémi sont stupéfaits et le repoussent. Il se présente comme Edgar, fils du Seigneur d'Horizon, comme si cela allait les convaincre de venir. Quand ils ne le suivent toujours pas, il décide de les emmener de force avec l'aide de ses gardes. Rémi les bat tous à lui seul. Ensuite, les gardes s'éparpillent et pointent leurs épées sur les civils. Ils mourront tous s'ils ne donnent pas Sora et Luna à Edgar. Rémi est perplexe quant à son prochain mouvement et ressent une nouvelle sensation instinctive en lui. Il décide de lui faire confiance et lance une boule de feu. Plusieurs boules de feu sont libérées en même temps et Rémi dépasse les gardes. C'est une incantation consécutive, une capacité spéciale des fées à lancer un seul sort plusieurs fois d'affilée, que vous devez avoir acquise de Sora et Luna. Quand vous avez formé un contrat avec elles, Edgar est forcé de quitter la scène. Les civils le remercient d'avoir sauvé leur vie, mais lui conseillent de quitter la ville d'Horizon et d'aller quelque part loin. Edgar, avec l'influence et le pouvoir qu'il a en tant que fils du Seigneur, enlève des civils sur un coup de tête et élimine tous ceux qui s'opposent à lui. De retour à la maison, Rémi et les jumelles racontent l'incident à Kanad et Tanya qui ont dormi pendant tout ce temps. Ils décident tous d'éliminer la menace. Kanad et Rémi se rendent à l'ordre des chevaliers pour signaler l'incident, mais les chevaliers rejettent la plainte en disant que c'est une affaire trop triviale pour qu'ils s'en occupent. Cela confirme que les chevaliers sont corrompus et de connivence avec le Seigneur. En rentrant, ils sont suivis par une chevalière. Elle se présente comme Stella, la vice-capitaine de l'ordre des chevaliers d'Horizon. Elle déteste que la famille du Seigneur ait corrompu les chevaliers et leur ait fait oublier leurs devoirs moraux, le capitaine Gilles ne faisant pas exception. Elle veut restaurer l'ordre à son ancien état digne et croit en Rémi et Kanad. L'aventurier dont on parle et l'esprit félin qui a pris le croc d'ébène peuvent l'aider. Ils sont heureux d'accepter son idée. Stella et le groupe de Rémi ont élaboré un plan complexe pour piéger les chevaliers d'un seul coup. Ils ont répandu une rumeur. Qu'un entrepôt à la périphérie de la mer contient des preuves qui exposent la corruption des chevaliers. Et la famille du Seigneur, le capitaine Gilles et les autres chevaliers corrompus se rendent à l'entrepôt pour enquêter. Dès qu'ils entrent dans l'entrepôt, la porte se referme derrière eux et Sora et Luna gèlent la porte en place.
Rémi et Stella sont déjà à l'intérieur et se tiennent à un point de vue plus élevé. De là, Rémi utilise le nouveau gantelet qu'il a reçu de Gaston pour tirer des flèches magiques sur les chevaliers, les éliminant tous sauf le capitaine Gilles. Le capitaine suit la direction des flèches et voit Rémi et Stella. Stella souhaite l'emmener seule et demande à Rémi de rester en arrière. Gilles la combat avec une force brute, la rabaissant pour lui avoir tourné le dos, mais elle prend le dessus et lui tranche la gorge. Peu après, Edgar reçoit des nouvelles de tout ce qui s'est passé. Il entre dans une telle rage qu'il frappe l'une des filles enlevées avec des queues de renard. Ariel entre dans sa chambre par la fenêtre ouverte et dit qu'il déteste Rémi lui aussi. Il lui donne l'anneau avec une aura sombre, disant qu'il a le pouvoir d'apporter la mort à sa cible. Tu devrais l'utiliser pour tuer Rémi après que les chevaliers corrompus soient hors d'état de nuire. Stella s'approche du manoir du Seigneur avec un petit groupe de chevaliers loyaux, Kanad et Tanya. Ils exigent l'entrée. Mais les gardes les encerclent, prêts à se battre. En réalité, cette confrontation directe est une diversion pendant que Sora, Luna et Rémi se faufilent dans le manoir par l'arrière et libèrent les personnes enlevées. Luna utilise la recherche matérielle pour localiser les civils enlevés en détectant les traces de leur pouvoir magique. Il trouve un tas de signatures en dessous d'eux, comme on pourrait s'y attendre d'un groupe de prisonniers. Mais elle remarque aussi une forte présence magique au-dessus d'eux, égale à leur niveau. Rémi décide d'enquêter sur la source du puissant signal pendant que les jumeaux trouvent et téléportent les victimes. Rémi entre dans la pièce avec un puissant signal et découvre une cellule sombre. À l'intérieur, il voit une fillette avec des oreilles de renard et 3 queues de renard. Un signe révélateur de l'espèce ultime appelée demi-dieu. Elle a l'air affamée et faible, avec des ecchymoses sur tout le corps. Le plus triste de tout, c'est qu'elle a peur de Rémi. Il défonce la cellule et la guérit avec sa magie. Reconnaissante, elle le serre dans ses bras et se présente comme Nina. Elle raconte qu'elle a été capturée par Edgar après qu'il l'ait fait chanter en menaçant de blesser les innocents de son village si elle ne partait pas avec lui. Rémi essaie de retirer le collier de son cou, mais elle recule en disant qu'il est doté d'un puissant sort. Il analyse la magie dans le collier et se rend compte qu'elle est fondamentalement la même que la magie de dressage, car elle sert à subjuguer et à contrôler sa cible. Il essaie donc de contrer le sort en annulant son contrôle, mais il est électrocuté au passage. Il persévère, malgré la douleur, et finit par briser le collier. Pendant ce temps, Tanya et Kanad repoussent sans effort les attaques des gardes. Clairement désavantagés, les gardes décident d'amener les personnes enlevées du sous-sol pour les utiliser comme otages. À ce moment-là, Luna et Sora sont entrés en scène et ont lancé des boules de feu à tirs multiples. Ils ont déjà relocalisé les victimes dans un endroit sûr. Cela signifie que Kanad et Tanya peuvent se déchaîner dans leur attaque sans se soucier de la sécurité des victimes. En 1 minute, ils vainquent tous les gardes et rejoignent Rémi. Ils accueillent chaleureusement Nina et interagissent avec elle pendant que Rémi et Stella discutent de ce qu'ils peuvent utiliser comme preuve des méfaits du Seigneur. À ce moment-là, le Seigneur les croise alors qu'ils tentent de fuir le manoir. Stella lui demande d'abord de se rendre, mais le Seigneur refuse. Dans ce cas, Rémi utilise la magie pour le lier et le faire taire. Edgar entre dans la pièce et utilise l'anneau pour lancer un sort de mort sur Rémi. Une faucheuse apparaît devant lui et le frappe en plein cœur. Ariel, qui observe depuis le toit, rit maniaquement, croyant que Rémi est enfin mort, et disparaît dans l'obscurité. Cependant, Rémi reste debout, se demandant ce qui s'est passé. Tout le monde se demande comment il a pu résister au sort de mort instantané de niveau épique. Luna teste hardiment l'hypothèse en lançant un sort de gaz empoisonné sur lui, qui ne l'affecte pas non plus. Bien qu'il s'agisse d'un pari risqué, cela prouve que le contrat avec les fées lui permet d'annuler la magie de niveau épique et donc de survivre à la magie de mort instantanée. Edgar observe avec amertume Rémi et ses ennemis victorieux. L'anneau se nourrit de ses émotions négatives et libère le démon qu'il contient. En le voyant, le cœur de Rémi s'arrête car c'est le même démon qui a détruit sa ville natale. Le démon géant s'envole du manoir, mais Rémi sait que sa véritable cible est la population de la ville. Le groupe de Rémi le suit de près tandis que Stella protège les gens et Nina attend en sécurité dans le manoir. Le démon s'avère être un adversaire difficile, blessant à la fois Kanad et Tanya. Rémi améliore leur puissance avec Boost, avec lequel il bombarde le démon d'attaque, mais il reste indemne. Il n'arrête pas d'invoquer des groupes de monstres pour les attaquer. Vaincre le démon semble impossible. Le groupe du héros observe de loin l'horizon s'embraser. Bien que les autres membres envisagent d'aller aider, Ariel leur ordonne de rester en arrière. Nathalie rassemble les aventuriers de la ville et les motive à combattre les monstres, et Gaston les arme de ses meilleures armes. Avec l'aide des aventuriers, le groupe de Rémi réduit le nombre de monstres. Sora et Luna demandent l'aide de Stella pour rassembler les civils afin de les téléporter en masse vers un lieu sûr. Ils hésitent à entrer dans le portail au début quand ils apprennent que les jumelles sont des fées.
Cependant, quelques personnes se souviennent de leurs interactions positives avec les filles et leur font suffisamment confiance pour entrer dans le portail. Grâce à leur initiative, les autres civils entrent également dans le portail. Après la première vague de téléportation, une horde de monstres envahit la zone. Sora continue de téléporter les gens tandis que Luna affronte les monstres avec Stella et ses chevaliers. Nina observe le chaos tout le temps tout en luttant contre un conflit interne pour savoir si elle doit se battre ou rester à l'écart. À ce stade, Rémi et les autres se heurtent à un mur et doivent se rapprocher du démon pour lui infliger des dégâts. La forme de dragon de Tanya est une cible trop grosse pour risquer de le faire voler vers le démon. Nina court vers Rémi et lui dit qu'elle veut aider. Elle utilise sa capacité de téléportation instantanée pour le rapprocher du démon. Sa capacité est si rapide qu'elle peut le faire passer d'un endroit à un autre en une seconde, évitant ainsi toutes les attaques du démon. Rémi utilise Boost sur lui-même pour améliorer ses pouvoirs. Avec le Boost, il lie magiquement le démon et, avec un grand effort, annule le contrôle sur tous ses monstres serviteurs afin qu'ils lui obéissent. Miraculeusement, ça marche et il leur ordonne de se retourner contre le démon et de l'attaquer. Leur embuscade combinée submerge le démon et il est finalement vaincu. La téléportation répétée affecte la petite Nina et elle s'évanouit, mais Tanya intervient pour les empêcher de tomber au sol. Cela marque la victoire du groupe de Rémi et des chevaliers sur le démon. Les civils de la ville commencent rapidement à reconstruire leur ville. Après l'attaque, heureusement, Horizon est une grande ville qui peut se relever en un rien de temps, et la force surhumaine de Cana aide énormément à la construction. Stella est officiellement nommée capitaine de l'ordre des chevaliers de la division Horizon, tandis que les chevaliers corrompus sont emmenés à la capitale pour être punis. Même si Tanya avait caché sa véritable identité de dragonoïde, il s'avère que les gens s'en sont rendus compte il y a un certain temps. Bien qu'elle soit des fées, la ville accepte Sora et Luna et elle s'intègre parfaitement. Plus tard, à la demande de Nina, Rémi conclut un contrat avec elle et elle devient le nouveau membre de leur groupe. De plus, il est promu par la guilde au rang d'aventurier de rang C pour tout cet incroyable travail. Maintenant que son groupe est devenu assez grand, ils achètent une maison pour servir de base d'attache, une pratique courante parmi les groupes d'aventuriers. La maison s'avère être hantée, mais ils se lient d'amitié avec le fantôme et en font également un membre de leur groupe. Le groupe des héros essaie d'obtenir des rations de la ville gratuitement, mais leur extorsion ne fonctionne pas. Et les civils les chassent après avoir fulminé sur le fait qu'ils n'ont été d'aucune aide pendant l'attaque du démon. Oh là là, comme les tables ont tourné. Le groupe célèbre sa pendaison de crémaillère avec un festin. La chaleur et le confort qu'il ressent auprès de ses amis lui semblent presque nouveaux, mais il réalise qu'il ne s'est pas senti comme ça depuis qu'il a perdu ses parents dans sa ville natale. Ce sentiment le fait fondre en larmes. Mais ils sont là pour les essuyer pour lui et continuer à célébrer. Rémi a hâte de partir à l'aventure avec ses incroyables compagnons. C'est tout pour cette vidéo, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour la partie 2 et de regarder cette prochaine vidéo à l'écran.